En fait, vous avez vraiment les grandes villes qui sont anti-Airbnb et à côté de ça, en fait, vous avez des petites et moyennes villes où le marché n'est pas du tout tendu. En fait, au contraire, on arrive, on est super bien accueillis. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur qui a révolutionné le domaine immobilier et surtout l'immobilier insolite. Ce serait quoi pour toi le produit qui marche le mieux en insolite ? Je dirais ce qui marche le mieux aujourd'hui, si on parle ratio rentabilité et investissement, c'est d'aller sur... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Réveil juridique. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur qui a révolutionné le domaine immobilier et surtout l'immobilier insolite. Il travaille avec son frère. Nous allons voir comment ça fait d'être associé avec son frère. Nous allons poser un certain nombre de questions, voir ses moments de réveil juridique. Bonjour. Alexandre Ducreux, Alexandre, mon plan IMO, on est ravis de te recevoir, ça fait longtemps qu'on se côtoie et on est ravis de te recevoir à ce micro dans ce podcast, bienvenue à toi. Merci à tous les deux de m'accueillir. Bonjour Alexandre. Je suis très content d'être avec vous aussi. On va parler de plein de choses, ça va être hyper intéressant, je suis très content d'être avec vous et comme tu le disais Henri, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble donc ça va être avec un grand plaisir de vous partager tout ça. Le choix de l'immobilier, c'est venu comment ? Je dirais que c'est venu un petit peu naturellement. Alors bon, moi, faut savoir que j'ai eu un cursus assez spécifique. J'étais pas très scolaire de base, et donc du coup, je me cherchais un petit peu dans mon parcours. Et un jour, mon père me dit, mais quand j'étais au niveau bac, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas agent immobilier ? Il y avait Stéphane Plaza à l'époque, donc très cliché. Il me dit, oh, ça a l'air bien, etc. Je dis oui, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai commencé dans l'immobilier avec un BTS profession immobilière, en fait, donc, en tant qu'agent immobilier. En fait, en parallèle de cette activité, j'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 19 ans. Et je dirais que ça s'est fait un petit peu naturellement parce que j'ai toujours eu cette volonté de vouloir acheter de l'immobilier. Alors, pareil, très cliché, mais je me suis toujours dit, les personnes qui ont de l'argent, ils ont de l'immobilier. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Et puis, j'aimais bien ce concept de mettre des locataires en place qui te payent ton crédit. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé dans l'immobilier. C'est avec un peu de naïveté, je dirais. Et puis, ça m'a très vite parlé. C'est quelque chose que j'ai... très apprécié avec mon frère qui après m'a rejoint. Alors, ton frère, justement, il t'a rejoint dans l'aventure, mais il t'a pas rejoint tout de suite. Alors, il m'a rejoint quand même assez vite, parce que le frangin, il faut savoir que je suis le petit frère. Et donc, mon grand frère était un parcours totalement différent, était prof de sport. Donc, parcours très scolaire, il applique beaucoup les choses. Et il voit son petit frère qui achète un appartement. Il se dit, peut-être pas bête ce qu'il fait mon frangin. Et il a un petit peu d'ego. On a ce côté égo, mais bienveillant entre frangins. Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre il va faire autre chose. Et il se dit, à mon tour, je vais aussi acheter de l'immobilier. Et donc, du coup, je dirais que 4-5 mois après, il a acheté son premier appartement. Donc, ça s'est fait vraiment très rapidement. Et à quel moment vous vous dites, tiens, on va travailler ensemble, c'est une bonne idée ça ? Bon, ça met un petit peu plus de temps parce que la première acquisition a été faite en 2017 et on s'est associé en 2020. Donc, en fait, en parallèle de nos deux métiers, donc moi, j'étais agent immobilier. Donc, dans un premier temps en alternance, puis après, j'étais agent immobilier salarié. Anthony était prof de sport. Et en parallèle de nos deux métiers, on a commencé à vraiment se prendre passion pour l'investissement immobilier. Donc, on a commencé à acheter plusieurs biens en France et à l'étranger. Notamment, on a acheté une villa à Bali qu'on a fait construire, qu'on a aujourd'hui revendue. On a acheté différents biens dans d'autres régions. Donc, nous, on est originaire de Saint-Étienne. Donc, une des grandes villes les moins chères de France, voire peut-être même la moins chère de France. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un vrai effet de levier à l'époque sur nos premières acquisitions. On a acheté très peu cher et on a vite mis des biens en location, ce qui nous ont permis de générer ce qu'on appelle du cash flow et de nous sécuriser, on va dire, financièrement. Et à peu près après 3 ans d'investissement, on a acheté une trentaine de biens à deux, ensemble et séparément, qu'on s'est dit, est-ce que ça serait peut-être pas le moment de faire quelque chose tous les deux, d'entreprendre. Et donc, c'est en 2020 qu'on a créé, Mon Plan IMO. Ok, alors juste petite parenthèse, parce que vous êtes stéphanois et on a reçu aussi Montimo, Tristan Montillet, qui est stéphanois et qui fait de l'immobilier clé en main justement à Saint-Étienne. Vous pouvez écouter son podcast si ça vous intéresse d'investir dans la région stéphanoise. Vous avez développé un concept, je pense, assez unique et vous avez cartonné sur les réseaux sociaux et votre entreprise marche hyper bien. Après, fort de vos expériences d'investissement immobilier, vous avez voulu enseigner à d'autres personnes comment le faire et surtout comment le faire sur des logements
atypique et insolite. Pourquoi ce choix et quelle est la différence entre le atypique et le insolite? Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'est pas venu naturellement parce qu'on a créé Mon Plan Immo en 2020 et donc au début, on était très généraliste, on accompagnait les personnes sur le terrain, et puis, comme pas mal d'entrepreneurs, je pense qu'on s'était mal positionné, on avait fait les choses pas très bien, et pendant 2 ans, on a un petit peu stagné au niveau de l'activité. Donc en fait, on est passé d'investisseur finalement et d'un salarié, d'un prof de PS à vouloir être entrepreneur et on s'improvise pas entrepreneur du jour au lendemain. Donc Mhm. pendant 2 ans, ça a été un petit peu compliqué pour être transparent. Heu, Notre immobilier tournait et on était constamment en train de faire, des biens immobiliers par-ci, des biens immobiliers par-là et on commençait à perdre un petit peu, la foi en ce qu'on faisait, c'est-à-dire accompagner les gens. Jusqu'au jour où on rencontre une personne, enfin plusieurs personnes qui travaillaient dans le marketing, qui nous disent: «Mais, c'est bien ce que vous faites, mais tout le monde fait un petit peu ce que vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité qui vous différencie des autres?» Et moi, en fait, quand on a lancé la société en 2020, au même moment, je lance mon premier logement atypique, qui est, une love room. Alors c'était un peu l'ancêtre des logements atypiques, donc ça fait 6 ans aujourd'hui, donc je me rends compte que quand même des années sont passées. Je lance, cet appartement sur Saint-Étienne, un petit appartement que j'ai acheté 25 000 €. Je crois que je l'ai fini en travaux 56 ou 58 000 €, donc vraiment pas cher. Je le mets en location courte durée. Cet appartement cartonne. J'avais mis une baignoire balnéo, double dedans, une décoration assez Tu l'as sommaire, toujours? mais je l'ai toujours. On a changé la thématique, on l'a OK. un petit peu revu, mais je l'ai toujours et cet appartement, donc je commence à le louer. Donc je commence à louer les week-ends, je commence à louer la semaine, puis 1 mois, puis 2 mois et rapidement, on commence à générer des revenus entre 2 700 € et 3 500 € par mois. Alors on est sur des revenus bruts parce qu'on fait de la location courte durée, mais assez rapidement, je commence à me dire: «Là, Alex, tu es en train de faire quelque chose d'assez, d'assez dingue». Mais j'en parlais pas forcément aux personnes qu'on accompagnait et quand la personne me dit: «Il y a pas quelque chose qui vous différencie?» Si on Cette va expérience-là est revenue. exactement, 2 ans plus tard, donc c'était en 2022, je me dis: «Mais oui, j'ai fait ça», puis j'avais lancé un autre appartement, puis on avait des projets d'en faire d'autres. On lui dit: «Mais oui, on fait des logements un peu atypiques et ça cartonne et en plus de ça, c'est avec des petits investissements» et les C'est 3 ça. me disent: «Mais c'est magique ce que vous faites, Dans faut parler une de ça». dans une période où les taux d'intérêt remontaient, Totalement. post-Covid, où, justement, l'immobilier est devenu compliqué et avec effectivement pléthore d'infopreneurs dans l'immobilier, ça a été une manière de vous distinguer et surtout de vendre, je pense, un accompagnement qui aidait vraiment les gens à faire de la rentabilité. Totalement. Je pense qu'on a eu le bon discours au bon moment parce qu'on est tombé donc c'était fin 2022 qu'on a commencé à parler des logements atypiques. Donc on n'est pas du tout les personnes qui avons inventé cette méthodologie, mais je pense avec, sans se vanter, je pense qu'on a été les premières personnes à parler de cette stratégie, en France et je pense que ça a répondu à un vrai besoin des investisseurs qui voulaient continuer d'investir en France, mais qui n'arrivaient plus à trouver des solutions vraiment rentables pour investir et les logements atypiques sont venus un petit peu, leur redonner de l'espoir dans l'investissement immobilier parce qu'on arrivait avec des méthodes, qui marchent et en plus de ça, nous, le premier logement avait été lancé en 2020, donc on avait 2 ans de recul sur le premier hébergement et on avait dupliqué ça dans d'autres villes avec même des plus petites villes avec le même investissement. Donc on arrive avec des logements qui sont très rentables, accessibles à tous parce qu'on parle de budget à moins de 100 000 €. Ça veut pas dire qu'on peut pas dépasser, on en parlait tout à l'heure en off, mais je pense qu'on est arrivé vraiment au bon moment. Les taux étaient plus élevés, enfin ça a répondu Qu'est-ce vraiment, à une problématique de marché. qu'est-ce qu'on appelle un logement donc, comment tu définis un logement atypique ou insolite? Est-ce que insolite et atypique, ça se rejoint ou est-ce que ce sont des logements différents, Oui, une typologie bah, ça différente? ça revient avec la question d'Henri. Alors, c'est notre propre définition qu'on a avec Anthony. Pour le coup, moi je catégoriserais comme je le disais, donc l'atypique, c'est tout ce qu'on va retrouver dans un bien immobilier. Comme on est là aujourd'hui, on est dans un immeuble, donc on va être sur des biens qu'on va aller thématiser. Donc c'est-à-dire, alors pour vous donner des thématiques assez reconnues et connues, on a les love rooms, les jungle rooms, les cinéma rooms. Mais ça veut dire que c'est pas lié au logement lui-même. Souvent, on voit dans des annonces immobilières, logement atypique pour dire, c'est un peu biscornu, Alors, oui, alors on peut avoir un bien qui est déjà par sa forme atypique, par exemple un loft industriel, certaines personnes rénovent des églises aujourd'hui, par exemple. Alors c'est atypique, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est atypique, et on peut avoir aussi la partie, insolite, justement et do j'en viens donc en fait, le fait de rendre un logement atypique, c'est parce qu'on lui donne une thématique, c'est ça? alors soit il peut déjà être, en effet,
atypique par sa forme, donc par un produit qui est un petit peu spécial. On a tous peut-être en tête des biens immobiliers qu'on trouve un peu atypiques. On a peut-être, je sais pas, une cave voûtée en dessous qu'on peut récupérer de l'appartement, des combles aménageables avec une hauteur de plafond magnifique. On parlait d'église, de loft. Donc ça peut être déjà par sa forme, mais ça peut être aussi sur des biens très classiques, un bien très lambda rectangulaire, où à l'intérieur, on va y venir y mettre une thématique. Et c'est là où on va faire créer une expérience. Moi, j'aime bien un petit peu le comparer avec les restaurants. Les restaurants où on va venir, aujourd'hui, on voit de plus en plus de restaurants un petit peu thématisés, avec que ce soit dans la décoration, mais aussi dans l'expérience. Je pense que vous avez tous vu à l'époque le boucher là qui faisait ça avec son sel. Bah, en fait, c'était un restaurant de viande, mais il est venu un petit peu avec les réseaux sociaux donner ce côté un petit peu expérientiel. Il arrivait et il mettait son expérience. Donc ça, on peut jouer sur vraiment plein d'aspects dans la décoration, mais aussi dans l'expérience. On peut mettre de la musique quand on arrive, on peut jouer avec des jeux de lumière, on peut vraiment aller assez loin, hein. Et d'ailleurs, c'est un marché qui mûrit aussi avec le temps. Ce qui marchait en 2020 ne marche plus forcément aujourd'hui en 2026. Donc il faut savoir se réinventer et il faut savoir aussi monter le niveau en termes de gamme. Ça veut dire quoi monter de niveau? C'est, Bah, c'est-à-dire est-ce que qu'on met des équipements, toujours plus haut de gamme, c'est ça? alors, ça dépend de la clientèle qu'on veut chercher, l'endroit dans lequel où on se situe, mais déjà, toujours mettre de la literie de qualité, ça, c'est du b.a-ba, hein. Essayer vraiment de mettre du mobilier assez haut de gamme dans tout ce qu'on fait parce que ça va perdurer dans le temps. Enfin, on a tout intérêt. Souvent, moi, je vois des personnes qui disent: «J'ai un Airbnb, je dois changer mes tables toutes les 2 semaines». Oui, mais c'est que ta table, c'est pas une bonne table finalement. C'est pas des voyageurs, c'est que t'as pas mis ce qu'il fallait. Au début, quand j'ai lancé le premier bien, j'ai fait quelque chose d'assez classique parce que j'avais la crainte que ça ne marche pas. Donc du coup, je m'étais dit: «Comment je peux faire en sorte que si ça marche pas, je peux vite le rebasculer en appartement classique que je vais louer en location longue durée?» Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut vraiment aller très loin dans la thématique. Mmh. Aujourd'hui, on a des personnes, qui viennent mettre des fausses roches, par exemple, dans les logements. On va très loin, p potentiellement, on va aussi loin qu'un parc d'attractions dans certains décors. Vous voyez? Donc c'est vraiment d'aller à fond, D'accord. vraiment, dans une thématique C'est l'expérience ouais, avant tout. c'est ça. Ouais, c'est cette expérience que tu monétises pour 1 ou 2 C'est nuits, ça. et du coup, à côté de ça, il y a les logements insolites, Exactement. s Donc là, les logements insolites, on va être sur une autre catégorie de biens. On va plutôt être sur des terrains, sur des biens où on va retrouver ça sur un terrain, sur un étang, par exemple, où on va venir, par le produit, déjà avoir quelque chose d'insolite. Par exemple, nous, on a une houseboat, donc une maison, sur l'eau un petit peu, en fait. Donc par par le fait de dormir sur l'eau, c'est pas anodin pour, la plupart des gens. Donc ne serait-ce que d'avoir un produit comme ça, on va aller se démarquer, on va vivre une expérience parce qu'on dort Ça sur l'eau. reste une expérience il y a qui est des différente. tipis, des boules, et ce serait quoi pour toi le produit qui marche le mieux en insolite? Franchement, il y a beaucoup de produits qui marchent bien. Je dirais ce qui marche le mieux aujourd'hui, si on parle ratio rentabilité et investissement, c'est d'aller sur peu importe le produit, je dirais que ça peut être une bulle, ça peut être un lodge, ça peut être une houseboat, mais d'aller sur une catégorie assez haut de gamme. Parce que ces logements insolites, contrairement aux logements atypiques, ça a commencé par une simple tente posée dans un jardin. Je grossis le trait, mais Ouais, bien sûr. c'était un peu ça, hein. C'était des petites tentes un peu Ouais, tipi, ouais. où il y avait pas de sanitaire, il y avait pas d'eau et cetera. Et aujourd'hui, on est sur de l'insolite, beaucoup plus haut de gamme, et c'est vraiment d'apporter les codes du luxe dans un hébergement insolite. Donc c'est-à-dire une literie, de qualité, un lit en 180, une baignoire balnéo, potentiellement un spa, un bain nordique, vraiment Et il y a un marché du coup, de gens qui énormément. pre ouais. Et encore plus, aujourd'hui dans la vie, là on est à Paris, les gens ont besoin de plus en plus de déconnexion, heu, l'essence est de plus en plus chère, les voyages sont aussi plus chers, donc les voyageurs ont aussi beaucoup plus envie de consommer, pas local, mais assez proche, mais d'aller, vivre des expériences plus courtes, potentiellement, mais aussi plus proches de chez eux. Et c'est là où les logements atypiques et insolites répondent bien à cette demande parce que nous, c'est important de le préciser, c'est beaucoup de tourisme local, ces hébergements, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de remplissage et c'est pour ça que, par rapport à un bien classique qui vise du tourisme, enfin un touriste finalement, et donc du coup va fonctionner très bien en période de forte affluence, dans des périodes et dans des secteurs touristiques, là où le logement atypique est insolite, insolite un peu moins parce que on est quand même plus en campagne, mais le logement atypique en fait, bah, ça va être du tourisme local, comme une personne qui va aller au cinéma par exemple ou au restaurant, va aller
se payer une nuit dans un logement atypique. Hops, petite pause. Vous souhaitez bénéficier de nos conseils juridiques régulièrement et d'avoir des pépites à intégrer directement pour structurer votre entreprise et la rendre invulnérable? Inscrivez-vous à notre newsletter. On vous délivre beaucoup de contenu directement applicable et ça vous aidera. Le lien est dans la description. Retour à l'épisode. Et ce savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire ça, au fur et à mesure qu'on acquiert. Donc aujourd'hui, toi et ton frère, vous dispensez des formations autour de cette voilà de cette possibilité ou en tout cas de cette exploitation de biens atypiques insolites. Est-ce que c'est pas aussi une manière de créer de la concurrence aussi par rapport à cette activité? Est-ce que vous avez réfléchi sur comment on diffuse notre savoir, mais aussi on va créer forcément on va remplir l'espace de gens qui vont venir sur notre terrain? Oui, bah, c'était la première crainte, nous, quand on a lancé notre accompagnement. Parce que moi, je me disais, là, tu vas quand même balancer ton petit secret à tout le monde, quoi. Et c'est ce que faisait un petit peu, c'est pour ça qu'on a un petit peu mis le pied dans la fourmilière, parce que à cette même époque, en 2022, quand on en a parlé, certaines personnes faisaient la même chose que nous, mais personne, quand on demandait aux personnes si ça marchait, oui, ça marche un petit peu. Et en fait, tout le monde était un petit peu gêné de vouloir, de dire que ça marche, parce que c'est quand même un modèle qui peut se faire assez facilement. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait me dire, on y va, c'est que la concurrence arrivait déjà et elle arrivait pas toujours avec les bonnes façons de faire. Donc, on s'est dit, autant aider des personnes à le faire, mais qu'ils le fassent bien avec notre méthodologie. Parce que vous pouvez très bien avoir un voisin qui arrive, il casse les prix, il dérègle le marché totalement. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, à Saint-Étienne, un bien classique se louait encore aujourd'hui le cas, 50, peut-être 70 € la nuit. Un logement atypique, vous pouvez montrer entre 120 et 200 € la nuit, par exemple. Et si vous avez un confrère qui arrive et qui met ses prix à 90 €, il va vous dérégler le marché complètement. Donc c'est un petit peu à ce moment-là où on s'est dit, autant les aider, les accompagner, parce qu'après ça va plus loin que ça. Il y a toute une partie gestion locative, parce que créer un bel hébergement, c'est bien, mais le faire tourner pendant plusieurs années, c'est pas la même chose, parce que derrière, il faut avoir de la qualité dans la prestation de ménage, ce qui est le plus important quand on fait de la location courte durée, et ce qui est le plus compliqué à garder dans le temps, c'est vraiment cette qualité du ménage. Aujourd'hui, c'est la plus grosse crainte. Il y a eu des sondages, je crois, qui sont sortis, des personnes quand ils louent un Airbnb. C'est d'arriver avec une mauvaise surprise. Est-ce que ça va être bien fait, etc. Et quand on fait du logement atypique, on flirte quand même avec du business. On fait de l'immobilier, mais on a quand même une activité assez professionnelle. Et donc, du coup, ça s'entretient dans le temps. Ça nécessite un vrai savoir-faire. C'est là où on s'est dit, il y a tout un intérêt, parce que nous, on a maîtrisé toutes les échelles de valeur. Trouver le bien jusqu'à la mise en exploitation. En même temps aussi finalement de proposer des accompagnements, c'est en quelque sorte de l'infoprenariat, hein. C'est aussi des business models qui sont quand même assez vertueux aussi, hein, le business model de la formation et de l'entrepreneuriat Ouais. ou de la diffusion de l'information. Et je pense que du coup, il y a quand même pas mal de sujets juridiques, puisqu'on est ici quand même dans le podcast du Réveil juridique, tant pour finalement la réglementation immobilière, comment vous apportez et vous aidez vos clients sur la réglementation immobilière, que sur les moments de réveil juridique que tu as vécu dans ta vie entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux moments que tu as vécu et qu'on a pu vivre en commun? Totalement. Je pense déjà, c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer. Alors, malheureusement ou pas, parce qu'on dit toujours quand on fait appel à un avocat, c'est jamais bien bon signe. Mais quand c'est bien fait, et surtout c'est ce qui a été le cas, ça nous a permis d'entretenir une belle collaboration. Je sais même plus depuis combien de temps on travaille ensemble, mais Ça fait un petit bout de ça temps. fait un petit bout de temps. 3 ans, je Ouais, dirais. peut-être je dirais 3 ans aussi, ouais, aujourd'hui. Je dirais que le réveil juridique, je l'ai eu vraiment, c'était peut-être pas la première fois qu'on avait échangé ensemble. C'était quand on a eu un problème justement avec notre fameuse houseboat, où en fait une personne nous avait reproché d'avoir copié le modèle un petit peu. Donc moi, première chose qui me vient quand il se passe ça, c'est: qu'est-ce qu'on a fait? Alors que c'était pas du tout l'idée. Nous, on était allés sourcer un fabricant polonais sur un modèle. On avait notre truc très bien en tête. On savait qu'il y avait des produits houseboat en France, mais on pensait pas qu'on copiait un modèle. Et donc la première chose qui m'est venue en tête, c'est faut que j'appelle TLMR, quoi. Faut qu'on trouve une solution, parce que moi je suis Et entrepreneur. là, c'est quoi ta sensation? Parce que je me rappelle que quand Ouais. vous avez appelé, vous étiez un peu inquiet, ça demande des dommages Très. d'intérêt importants. Après, parce que on a méconnaissance en fait du droit français. C'est la première fois que ça nous arrive. Bon, il y a le côté entrepreneur, on va toujours trouver des solutions, etc. Mais tu es en train de lancer un truc super rentable. Tu prends tes premières réservations. Et en plein milieu,
C'est ça. Il se passe un événement qui Ah, mais peut direct, remettre en en plus, question totalement Direct. le business. Et donc, il y avait 2 intérêts. C'était que ce logement cartonnait déjà directement et en plus de ça, nous, on comptait sur cet élément-là aussi pour en parler sur nos réseaux sociaux avec Mon Plan Immo. Donc, on avait double intérêt avec cet hébergement. C'est qu'on savait qu'il était très, qu'il allait rapporter et qu'il commençait déjà à rapporter de l'argent. Mais en plus de ça, nous, on voulait le communiquer à nos participants, à notre communauté. Et là, on se dit: «Ouh là, qu'est-ce qu'on est en train de faire?» On est en train de faire, peut-être que c'est pas bien ce qu'on a fait, quoi. Et puis on a été assez rapidement conseillés et accompagnés par vous. Finalement, on a écrit un beau courrier en réponse et puis c'est Ouais. c'est ce qu'on disait avant cet entretien, on n'a jamais plus de nouvelles. On a plus de nouvelles. Et je pense que Pas pour de les nouvelles, bonnes nouvelles. et pour les personnes qui nous écoutent aussi, je pense que c'est important. Moi, je m'en suis rendu compte en échangeant avec vous. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu des gros lobbies, qui sont un petit peu puissants, qui des fois essayent de faire peur quand on les embête. Et c'est un petit Exactement. peu ce que j'ai compris là. Et ça m'a rassuré, les échanges qu'on a eus directement en me disant: «OK, en fait, on les embête finalement». Ouais, Donc c'est de plutôt bon. l'intimidation, C'est de c'est pour l'intimidation. marquer son territoire, Et effectivement. quand on reçoit ce genre de courrier, tout n'est jamais, c'est pas toujours fondé. Donc c'est de se dire aussi, faites-vous conseiller en fait par les De bonnes bluff. personnes Il y a une part de Pour avoir bluff. du discernement, pour justement comprendre, et effectivement, c'est aussi ce qu'il y a dans Bouclier 360, hein, donc vous êtes client, c'est la possibilité d'avoir, quelque part la hotline et donc tu reçois un courrier comme ça, tu nous appelles, tu as le numéro de portable de ton avocat et assez rapidement, ça permet de te réassurer, de voilà. Parfois, ça peut être effectivement, il peut y avoir des problématiques qui sont plus graves et donc ça qui sont traitées. Mais voilà, c'est d'avoir rapidement un avis d'un sachant, pour se dire: voilà, ça va être traité et ça permet effectivement d'apaiser assez rapidement les choses, quoi. totalement. Et après, je dirais, là aussi où ça nous a été très bénéfique. Alors là, c'était pas forcément sur un cas de confrontation et heureusement, il y en a pas toujours. C'était, Mon Plan Immo a énormément évolué très vite. Oui, c'est ça, vous Il avez a fallu très se vite, structurer. mmh. Au départ, tout n'était pas parfait. Ça l'est encore pas aujourd'hui. Et on a vite, Je te rassure, je connais pas beaucoup de boîtes qui ouais. sont, 100% parfaites. Ouais, j'ai compris, mais on a essayé aussi, en évoluant, de se dire comment on peut structurer un petit peu la société et notamment, sur la partie contractualisation avec nos élèves pour leur apporter non seulement des garanties pour eux, mais aussi pour nous avoir des garanties, en cas de paiement et cetera. Et donc, on a établi en place des contrats ensemble aussi, ce qui nous a permis, parce que nous aussi on est organisme de formation professionnelle, donc on a certaines choses à devoir respecter en ayant, cette organisation. Et c'est des éléments aussi qu'on a pu mettre en place et aujourd'hui je suis super content parce que, je pense pour le coup qu'on est très bien sur cette partie, contractualisation, suivi des élèves, par rapport à ce qu'on pouvait l'être, auparavant et aussi je pense sur le marché. Quand tu sondes un petit peu ce qui se fait Oui, parfois, oui, oui, bon, on va pas rentrer dans le ouais. détail des formateurs IMO, mais donc ouais, c'est très intéressant et aujourd'hui, vous êtes aussi dans une activité, on en parlait un petit peu, notamment sur les logements insolites. C'est pas si simple, sur le plan réglementaire, sur l'urbanisme. Les gens qui font du Airbnb, ils sont parfois, limités sur ce qu'ils peuvent faire aussi dans leur location, sur la durée et cetera. Du coup, est-ce que votre accompagnement, il donne des clés juridiques sur ces sujets? Je me rappelle aussi parler de peut-être à un moment donné faire le pack de documents juridiques de l'investisseur, insolite ou atypique. Dites-nous d'ailleurs dans le chat si ça vous intéresserait qu'on mette en place N'hésitez ce pas. pack et on aura plaisir à faire un sujet de ce type ensemble. Donc, ouais, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous apportez à ce niveau-là Alors dans la structuration? alors je dirais que, déjà chacun son métier, même si nous on a une petite, partie de choses qu'on maîtrise sur ce sujet-là et on a aussi des coachs à l'intérieur qui ont différentes aussi, on va dire, compétences. Mais nous, en fait, on essaye alors pas d'esquiver le sujet, mais on essaye surtout de les orienter. Parce que les grandes villes sont notamment très réglementées. Donc c'est un petit peu le cas sur Paris, Marseille, Lyon et cetera. Et nous, c'est pour ça que ça va aussi pas mal avec la méthode. Nous, on les oriente totalement dans des villes où on n'a pas de réglementation. On n'a pas de limitation en termes de nombre de nuitées, on n'a pas de réglementation tout court pour pouvoir faire du Airbnb ou pas. Après, il y a le cas aussi des copropriétés où là, il faut être très vigilant. Mmh. Mais nous, c'est vrai, C'est quoi ces types de villes? C'est moins de 200 000? nous, c'est des villes de moins de 200 000 habitants qui ont OK. vraiment pas, qui sont pas du tout sujets à ces restrictions. Et puis j'ai même envie de dire, on en parlait tout à l'heure en off, des villages parfois. Et nous, on va même dans des endroits où,
on leur fait découvrir le Airbnb, où il y a des villages où ils se disent: «Mais attendez, vous êtes sûrs que vous voulez lancer ça ici?» Et on leur dit: «Oui, oui, vous verrez, ça va marcher». Et on éduque un petit peu la mairie ou la commune même, sur ces éléments-là, où ils savent pas trop nous dire, à Paris, taxe de séjour, numéro Oui. d'enregistrement, ça vous inquiétez pas, ils sont au courant. Il y a des villes ou des villages, ils sont même pas au courant de tout ça. Et vous ramenez du coup des touristes à C'est des ça. endroits. Et en fait, on est vraiment sur, 2 discours. En fait, vous avez vraiment les grandes villes, qui sont anti-Airbnb, et ça se comprend parce qu'il y a des manques de logements. Vous voulez vous loger à Paris, c'est impossible. À Lyon, c'est la même chose. Donc ça se comprend. Et à côté de ça, en fait, vous avez des petites et moyennes villes où le marché n'est pas du tout tendu. En fait, au contraire, il y a des hôtels qui parfois ne peuvent pas, assumer toute la capacité de voyageurs qui peuvent se déplacer dans ces villes et ces villages. En fait, on arrive et on est super bien accueillis. Donc c'est pour ça, on dit toujours aux gens: «N'allez jamais pousser des portes qui sont fermées». Donc, allez vraiment dans des endroits où on vous accueille correctement. Et on a même nous des endroits où il y a des aides de la commune pour créer des hébergements insolites. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux discours, il y a pas d'entre-deux. C'est vraiment, soit c'est très ouvert, soit, bah, c'est très fermé comme c'est le cas des grandes villes. Où moi je conseille pas du tout d'aller dans une grande ville aujourd'hui. Que ce soit pour la rentabilité et ne serait-ce que pour l'exploitation qui est aujourd'hui impossible, sauf en essayant de trouver des Ouais. solutions que je cautionne pas spécialement, quoi. Alors, cher Alexandre, on va te faire un vrai faux sur l'investissement immobilier et la location atypique. Tu vas répondre par vrai ou par faux. C'est parti. Louer moins cher pour éviter la vacance locative est une bonne stratégie. Faux. Le marché fixe le prix, pas le propriétaire. Vrai. Automatiser ses locations fait perdre le contact humain avec ses locataires. Vrai et faux. Ok, pourquoi? Tu peux développer? Parce que pour moi, on peut créer même en automatisant, créer du lien avec ces voyageurs et surtout leur donner les bonnes informations dont ils ont besoin. Mais c'est sûr que ça remplacera jamais une arrivée physique, même si les gens sont de plus en plus demandeurs d'arrivées autonomes. Je poursuis pour le vrai ou faux. Un prestataire de ménage médiocre peut détruire la réputation d'un bien en une saison. En quelques jours, hein, même. Gérer ses locations à distance sans automatisation est valable sur le long terme. Faux. Que si on fait appel à une conciergerie ou un prestataire externe. Un bien bien délégué rapporte moins qu'un bien géré soi-même. Faux. La photo du bien est plus importante que sa description. Vrai. Merci. Est-ce que c'est simple de travailler en famille, d'être avec son frère au quotidien et d'avoir une entreprise commune? C'est une question qui revient beaucoup. Alors, très honnêtement, je pense que j'ai beaucoup de chance aussi. Moi, j'ai un frère qui est très calme, il ne s'énerve jamais, franchement. C'est toi le Je suis un le peu plus- plus et encore, hein, franchement, je pense qu'on est des gentils dans la famille, on n'est pas trop punchy, mais j'ai beaucoup de chance. Anthony est vraiment hyper calme, il ne s'énerve jamais. Alors ça en est parfois énervant, j'ai envie de le secouer un petit peu. Non, nous, ça se passe très bien, franchement. Ce qui a été peut-être le plus compliqué au début, ce qu'on a plus trouvé aujourd'hui, c'est la complémentarité. Parce que la base de l'association, c'est d'être complémentaire. Et nous, alors on a eu de la chance, c'est qu'on l'est beaucoup, mais on a eu du mal au début à trouver cette complémentarité, que ce soit dans l'immobilier, mais que ce soit aussi dans l'entrepreneuriat avec la société Mon Plan Immo. Et aujourd'hui, du coup, vous diriez que vous êtes répartis comment? On va dire qu'Anthony est plus sur la partie opérationnelle sur Mon Plan Immo, Ok. donc faire entrer les nouveaux élèves, vraiment la partie opérationnelle pure, gestion des équipes. Et moi, je vais plus être sur la partie développement, vision, mise en avant, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par contre, à l'inverse, c'est marrant, c'est que sur les logements, c'est plus moi qui ai la compétence. Donc Ah, c'est ok. plus moi qui gère nos logements, mais c'est assez automatisé. Donc du coup, on va dire que voilà, moi je suis plus vision, parc immobilier, développement en règle générale, et Anthony il va plus être sur l'opérationnel. Anthony, c'est ce que je dis, il fait tout mieux que moi. Il va être meilleur vendeur. On fait des conférences en ligne notamment, il est meilleur que moi pour le coup. Ah, j'aurais Donc dit que t'étais... non, franchement, il est meilleur. Il est ancien prof, donc il est très pédagogue. D'accord. Il a une très bonne élocution, meilleur que moi pour le coup, et il est assez captivant quand il parle, pour le coup. Et donc du coup, je lui dis, bon, des fois ça l'embête un peu, mais moi j'ai un peu mon rôle. Je dis, tu fais mieux que moi, donc vaut mieux que ça soit toi qui fais. Mmh. Et moi, voilà, je vais plus être sur cette partie développement, vision, Ok, sur les d'accord. deux, immobilier Et, Mon Plan Immo. et le rapport que vous avez avec le juridique, tous les deux, se situe comment? Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'appétence pour cette matière? Je dirais que moi, peut-être, parce que je suis plus curieux. En fait, moi, je suis de nature très curieux.
ce qui me fait aussi toucher à pas mal de choses. Tout m'intéresse un petit peu et puis je considère qu'il faut quand même connaître pas mal de choses, pour essayer de bien s'en sortir, surtout en France et notamment les lois juridiques. Donc je dirais pas que c'est un sujet qui me passionne, je vous le laisse bien pour le coup, mais d'avoir des petites compétences et ne serait-ce que d'échanger avec vous et de savoir que vous êtes dans notre «réseau» entre guillemets, Ouais. c'est quelque chose de rassurant et Et puis en immobilier, on a Myriam d'ailleurs qui était intervenue aussi totalement. sur un de vos challenges. Est-ce que vous avez mis en place un pacte d'associés entre frères ou Non, alors on l'a pas mis entre frères. Par contre, on s'est associé récemment avec Marie, notre architecte d'intérieur. On a créé un cabinet d'architecture, spécialisé en logement atypique. En fait, nos clients nous le demandaient tellement que ça a venu assez naturellement. Mais entre frangins, on l'a pas fait. Et pour être honnête avec vous, on l'a fait avec Marie. Ça a été, je sais plus qui c'est qui l'a mis en place, sur place avec elle quand on a créé la société. Mais je sais même pas trop, pour être transparent avec vous, à quoi ça correspond aujourd'hui. ce serait peut-être temps de revoir ça, mais Bien, ouais, carrément. et c'est vrai que là, du coup, ce que tu dis est intéressant. Et est-ce que vous avez parce que c'est une acquisition horizontale, c'est-à-dire c'est de se dire j'amène un service en plus. Est-ce que vous avez fait d'autres choses de ce type-là pour aider vos clients Alors, c'est dans la vision. Ouais. C'est pas encore aujourd'hui le cas parce que, tout à l'heure, vous parliez de c'est Mons Immobilier là, c'est ça Montimo, qui font Montimo, ouais, c'est ça. Oui, eux, effectivement, ils voilà, gèrent travaux, etc. Mais c'est vrai que c'est des métiers différents et c'est c'est ça, pas c'est des facile métiers non plus, quoi. différents. Alors nous, on essaye toujours si on le fait, c'est de s'associer, mais il faut trouver les Ouais, bonnes ouais, personnes bah, bien sûr, ouais. qui déjà voient l'intérêt de qu'on peut apporter parce que nous, on n'a pas du tout un rôle opérationnel dans ces structures. Là, par exemple, c'est Marie qui gère toute la partie opérationnelle et nous, en fait, on amène le client avec mon plan IMO, Ouais, bien sûr. finalement et donc c'est vrai qu'on aimerait bien créer potentiellement à l'avenir une branche courtage, peut-être comptabilité, mais je dis ça comme ça, mais c'est pas du tout voilà, on essaye vraiment de se dire quels sont les besoins de nos clients, quelles sont nous les compétences ou dans notre entourage les personnes qui peuvent avoir les compétences et vraiment d'aller leur apporter, Et aujourd'hui, si on peut parler chiffres, je sais pas si tu veux donner à peu près vos chiffres. Et puis, j'aimerais savoir, parce qu'on dit toujours un peu, d'ailleurs, je disais à quelqu'un, ouais, il est dans le top 10 des infopreneurs français. Est-ce que tu te situes dans, oh non, je pense pas. tu te situes où? Non, je pense pas. Alors, Vous vous situez où? je pense que dans l'immobilier, on est assez connu, reconnu, Ouais. voilà. Dans le top 10 IMO, je sais pas honnêtement, parce qu'il y a Ah, beaucoup d'acteurs ouais, quand il y a même, quand hein. même, ouais. Atypique, oui, je pense qu'on est les leaders, voilà, et on est content déjà d'être leader entre guillemets dans une catégorie. Maintenant sur l'infoprenariat, non, il y a quand même des gens qui sont très très bons, qui sont là aussi depuis plus longtemps que nous, hein. Nous, on y est réellement depuis 2022, donc ça fait 4 ans. Ça commence à faire, mais c'est pas non plus 10 ans. Je sais qu'il y a certains qui sont là depuis plus de 10 ans. Non, je dirais qu'on est à top 10 IMO après en infoprenariat. Et pour vous parler un petit peu de chiffres, on est entre 1 million et 2 millions de chiffre d'affaires. Pour donner une grosse fourchette, parce qu'on a pas mal donné les chiffres à une époque, ça nous a fait un peu défaut justement avec des confrères. Donc je préfère être un peu large. Et les personnes pourront peut-être se dire, calculer pour eux si on est dans le top ou pas. Et encore une fois, chiffre d'affaires ne veut pas dire marge. Moi, je l'ai bien compris aussi, hein, que ce soit dans l'immobilier, parce qu'on fait de la typique, donc c'est un peu un business, et même dans l'infoprenariat, même si c'est des business qui sont très rentables, chiffre d'affaires, c'est pas bénéfice. Est-ce qu'il y a eu des incidents avec, des occupants de ces logements qui en louent? Est-ce qu'il y a eu des problématiques, voilà, d'occupation, des dégradations, constatées? Et comment la situation a-t-elle été, gérée? Alors, ça pareil, c'est pas toujours facile à faire déconstruire, aux personnes qui nous écoutent parce que souvent les gens se disent: «Oui, mais en fait, ils mentent, c'est pas vrai, il y a jamais de problème» et cetera. Alors, on a déjà eu des désordres, des personnes qui fument dans l'appartement ou qui cassent, des couverts et cetera, mais on n'a jamais eu de gros dégâts et je pense pour une seule chose, en fait, nos prix trient une certaine clientèle et ça, je l'ai compris, très rapidement. Je me suis dit: «Ce modèle, déjà, il est très viable, il est très rentable, on remplit plus que les autres, on loue plus cher, mais on attire aussi une superbe clientèle». On attire pour nos logements à nous, hein, personnellement, beaucoup de couples. Le couple, ben, il vient pas faire une fête. On loue pas des villas de 10 personnes ou des appartements, pas chers, où on va louer la chambre une quinzaine d'euros. Donc je pense que ça aide beaucoup. Mais franchement, on n'a jamais eu de Ouais, parce gros que problèmes dans les hébergements. nous, ce qui est déjà arrivé à des clients, mais je pense qu'il n'arrivera pas à vos clients ou à vos clients de vos clients, c'est que des personnes louent un Airbnb, euh, elles se font voler tous leurs meubles, etc. Les personnes restent. Là, l'Airbnb est mis sur le bon coin.
location de l'Airbnb sur le Bon Coin. Et en fait, une catastrophe, quoi. Ils se sont fait tout voler. Pendant un mois, ils avaient du mal à récupérer leur appartement. Il y a d'autres gens qui se sont fait escroquer, etc. Enfin, c'est... Après, moi, je veux pas dire que ça arrive pas parce qu'on voit bien, il y a des cas. Mais Oui, c'est vrai bah, que nous, honnêtement, alors peut-être, mais c'est aussi mais je peut-être. pense que le fait déjà, ça veut dire que pour mettre en place l'escroquerie, on va pas aller faire ça dans un logement Ah, atypique. On peut pas le louer sur le Bon Coin, le logement souvent, atypique, de toute beaucoup de manière. gens parlent du squat. Ouais. Elle est squatter une houseboat. Bah oui, voilà. Je pense pas que c'est le premier logement auquel on réfléchit, vous Ouais, voyez. puis ça veut dire que aussi l'escroc, il va devoir mettre 300 balles la nuit. Voilà, Ça c'est va ça. pas. Donc il y a ça. Et nous, on le sent aussi. On a une sorte de prix plancher. Moi, je sais qu'à Saint-Étienne, si je mets mes prix en dessous de 100 €, je vais commencer à attirer une clientèle qui me plaît pas trop. Ils vont pas dégrader, mais ça va être moins bien rangé. Ils vont pas faire la vaisselle. Ils vont fumer justement à l'intérieur. Ou on va retrouver parfois, ça nous est arrivé, les trucs là, hallucinogènes, là, les bonbonnes là. Ça, c'est un fléau total. Ouais. Et donc là, on s'est dit, oh, ok, bon, on préfère pas louer, c'est pas grave, plutôt que baisser nos prix. Et je pense que c'est la vraie règle quand on fait du Airbnb, surtout atypique, c'est de se dire quel est mon seuil de tolérance, comprendre quelle clientèle. C'est vraiment, c'est incroyable, je sais pas pourquoi, mais vraiment, nous, dès qu'on baisse en dessous de 100 €, on a vraiment une clientèle qui est différente. C'est impressionnant. Si des personnes se disent, moi j'ai envie de faire ce qu'ils font, j'ai envie d'aller suivre leur accompagnement, comment ils font là? Comment ils te contactent? Bah, ils peuvent nous retrouver sur Instagram, donc Mon OK. Plan Immo, assez simple. Après, on a, comme vous, une chaîne YouTube aussi où on documente pas mal de choses de ce qu'on fait, des témoignages de nos élèves. Ils peuvent aller voir un petit peu ce qu'on fait. Et je dirais que le canal le plus facile, c'est de nous écrire sur Instagram. C'est nous qui répondons pour pouvoir échanger avec eux sur leurs projets et de voir, bah, surtout, c'est pas tout le monde qui a envie de se faire accompagner, c'est pas tout le monde qui en ressent le besoin. C'est de voir bah, si ils sentent qu'on est les bonnes personnes pour les accompagner. Il y a une question aussi très feeling. C'est ce qu'on dit souvent avec Anthony. Il faut que ils apprécient déjà de vouloir travailler avec nous, en plus de la méthodologie. Et aujourd'hui, vous êtes une boîte de combien de personnes? Bah, alors, aujourd'hui, si on parle juste en termes de salariés, on a que Laura, qui est la meilleure amie d'Anthony et je pense que ça le restera. Mais par contre, on a beaucoup de freelance avec qui on travaille. OK. Je dirais qu'on est une bonne quinzaine quand même, Mmh. à temps plein partiel, Et par exemple, je travaillent sais pour que Mon Plan vous Immo. faites quand même pas mal de publicité lorsque vous faites des challenges. Tu pourras peut-être nous dire aussi ce que c'est qu'un challenge et si ça marche bien pour vous. C'est quoi les investissements publicitaires que vous allez mettre sur un challenge? Bon, ça varie, pour les plus gros événements, on n'était pas loin de 220 000 €, je dirais, sur un événement. Ouais, 120 000 Voilà. € de publicité, ouais. Voilà, 220, hein. 220, 220, ouais, 220 000 €. 220 et pour les plus petits, on a mis peut-être 50-60 000 € sur du challenge, hein, sur du challenge. Voilà, donc on peut vite monter sur des gros budgets de dépenses. Donc c'est lié aussi à ce que ça peut rapporter derrière. Voilà, donc c'est l'objectif, c'est que d'avoir un bon ROI. Par contre, c'est vraiment une machine à convertir. Pourquoi? Parce que pendant 5 soirs, vous êtes avec des personnes, vous allez pouvoir leur partager vraiment votre méthodologie, aller vraiment dans le détail, faire venir des intervenants de qualité. Bah, on vous a fait intervenir notamment, je sais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais vous étiez intervenus. Donc ça permet de montrer avec qui on travaille, ça permet de se crédibiliser, ça permet de faire venir aussi des élèves. Donc vraiment pendant 5 soirs, les gens sont avec vous, ils arrivent vraiment à s'imprégner vraiment de votre méthodologie. Il y a vraiment une relation qui se crée et pour moi, c'est le meilleur, système de conversion. Par contre, bon, c'est très stressant parce que vous mettez des gros enjeux publicitaires. C'est aussi très épuisant parce que pendant 5 soirs, vous êtes en live. Nous, c'est 5 soirs, c'est 4 heures de live. Donc, ça fait 20 heures de live, plus un live bonus, plus un autre live la semaine d'après. Ouais, c'est Donc, vous vous retrouvez gros, vite à une trentaine d'heures de live condensées sur une c'est la dizaine de grosse jours, quoi. machinerie, quoi. C'est une grosse machinerie. Mais par contre, c'est hyper excitant parce que, Ouais, comme Anthony le dit, c'est un petit peu comme une compétition. ouais. Allez, on va démarrer la compétition et il faut être bon parce que faut être bon en live, faut faire venir les bons intervenants, faire venir les bons élèves. Donc il y a vraiment tout Et je sais que vous un aviez système. fait venir déjà une guest un peu Ouais. connue. C'était... Ouais, on a fait venir récemment Joey Fritzonga, Jonathan Angelov. On avait Ok. fait venir Eric Larchevêque aussi précédemment. Et là, on est en négociation sur le prochain. On aimerait avoir des personnes dans l'immobilier un peu influentes. Et ça, l'objet aussi, c'est que ça réduit les coûts publicitaires, c'est ça? Alors, ça, nous, ça n'a pas forcément réduit les coûts publicitaires parce que c'est toujours pareil aussi. Il y a, quand vous faites venir vous faites venir des intervenants comme ça, faut faire très attention à ce que vous diffusez en publicité. Donc, il faut vraiment bien se mettre d'accord Oui, parce que sous contrat. ça d'ailleurs, je le dis au passage, mais on a eu plusieurs cas à traiter au niveau juridique sur des guests qui Ouais. n'étaient pas contentes. Moi, premier événement, je peux pas le dire avec qui, mais on a eu un souci. J'ai dit les prochains en contrat direct parce que sinon, là, c'est pas la peine. Parce que pour certains guests, il y a des investissements qui sont donnés pour qu'ils puissent être là. Et alors, ça aide. Donc, du coup,
je pense un petit peu sur les coûts publicitaires, mais ça aide aussi à nous crédibiliser et à rassurer. Parce que l'infoprenariat, il y a des gens qui font des choses très bien et des gens qui font des choses moins bien. C'est quand même un métier qui est très mal perçu. J'étais avec mon banquier encore hier. Il me disait, tu sais, la formation avec les CPF, etc., c'est pas bien vu. Je dis, ouais, je sais. Donc, c'est pas bien vu dans l'opinion publique. Donc, qu'est-ce qui va rassurer aussi les personnes à nous faire confiance? Bah, ça va être d'être mis, on va dire, Ouais. comment dire, vous avez un Joe Wilfried Tsonga qui vient dans votre événement. Bon, bah, ils se disent, s'il y a Joe Wilfried Tsonga qui accepte de venir dans leur événement, c'est que c'est quand même des gens sérieux. Et Oui. parce que Joe Wilfried Tsonga, il a investi dans l'immobilier atypique ou c'est Alors, plutôt... pas tout, alors, lui, pas spécialement, mais justement d'échanger avec lui, Ouais, il s'est dit: «Ah bah, c'est pas mal ce que vous faites» et ouais, cetera. Donc pareil d'avoir été mis en relation avec lui, ça a été par le sport parce qu'Anthony est très sportif et cetera. Même lui se dit: «Ah mais ça peut être pas mal» et cetera. mmh. Donc nous, on l'a fait venir pour qu'il partage un petit peu son parcours, sa vision. Alors, soit ça peut être des personnes dans l'immobilier qui vont partager, ils vont parler de logement atypique, soit on va les faire venir, ils vont parler un petit peu d'état d'esprit. Nous, on aime beaucoup le lien entre le sportif et l'entrepreneuriat. On trouve que c'est assez lié. Donc notamment lui, son intervention était portée là-dessus. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à l'immobilier insolite. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci à toi, Alexandre. Si, voilà, tu attires à toi, quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par, ta formation? C'est-à-dire que quel est le niveau de disponibilité qu'il faut avoir pour c'est une activité à plein temps, j'imagine. C'est une activité qui est prenante parce qu'il faut assurer, l'entrée, la sortie. Est-ce qu'on fait appel à des sociétés qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de tout ça? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être déléguées aisément, facilement? Est-ce que dans la formation, vous donnez des tips? Ouais, c'est une super question. Alors, bah, ça se fait totalement en parallèle de son activité. Alors là où ça va être le plus chronophage, ça va être la partie, bah, quand on se forme et quand on va mettre en exécution. Ça veut dire trouver son bien, faire des travaux potentiellement, soit c'est délégué ou pas, mais gérer des artisans et cetera, c'est du travail. Par contre, et c'est vraiment nous le cœur de notre, méthodologie, c'est qu'une fois que le logement il est terminé, nous on a tout un système d'automatisation qui est mis en place. Alors on fait pas du tout appel à des conciergeries. En fait, on met un petit peu le même système que peut mettre une conciergerie en place. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que moi, à Saint-Étienne, quand j'ai fait le premier logement, il y avait pas de conciergerie. Donc du coup, j'ai dû un petit peu me créer mon système d'automatisation. Donc il y a des systèmes de boîte à clés, serveurs connectés qui permettent aux voyageurs d'arriver en totale autonomie. Là, bah, vous voyez, à Paris, j'ai 4 entrées et j'avais 4 sorties aujourd'hui, sur mes logements et ça se fait en totale automatique. Après, on a un personnel de ménage qu'on vient recruter. C'est le point fondamental de cette activité, c'est d'avoir du bon personnel de ménage qu'on va garder dans le temps. Et après, il y a tout un système d'automatisation avec des logiciels où il y a des messages automatiques qui sont envoyés, des vidéos explicatives. Aujourd'hui, on est même allé un petit peu plus loin. On a une intelligence artificielle qui répond à nos voyageurs pour toutes les petites questions un petit peu de sujets, de code Wi-Fi, des choses comme ça. Et donc, oui, c'est vraiment une activité qui peut se faire totalement à distance et totalement déléguée. Vous voyez, la D'accord. semaine prochaine, je pars à Bali, 7 heures de décalage horaire. Je suis serein. Vraiment, donc c'est vraiment Et au possible. niveau juridique, à partir de quel moment, en fait, tu conseilles ça devient quelque part une activité professionnelle et il y a une structure juridique qui doit être mise en place? Ah, c'est pas évident, moi je pense que c'est bien directement parce que, il y a toujours des choses qu'on oublie, des choses qu'on pense bien faire et en fait, il y a des choses qu'on fait mal. Donc, qu'on soit petit entrepreneur ou gros entrepreneur, bien évidemment que plus on est gros, plus il y a des enjeux, heu, plus il faut être structuré, plus il faut être accompagné sur ces sujets. Moi, comme je dis, il faut pas attendre, qu'il y ait l'hémorragie, pour se faire soigner, quoi. Mmh. Donc c'est toujours d'essayer d'anticiper aussi, de se dire, qu'est-ce qui est bien fait dans la société? Qu'est-ce qui est mal fait? C'est un peu ce qu'on a fait nous avec ces histoires de contrats, et après, ben, naturellement, il peut y avoir aussi des cas, Mais quand est-ce d'attaque. que tu passes d'un loueur, professionnel, Ah! à un loueur, en fait, Oh, là honnêtement, pour moi dès qu'on a, 2-3 logements, on commence à être assez professionnel quand même, parce que, on gère différents et donc là, logements. on peut structurer avec, la mise en place d'une société, de passer en charge aussi les achats et cetera, Ah oui, ouais, à partir allez, peut-être 3. On peut peut-être rester à 2 en nom propre, mais Mmh. vu les chiffres d'affaires qu'on fait, on dépasse vite le plafond LMNP. Mmh. Ouais, On c'est ça. passe LMP et après chaque cas est différent parce que la fiscalité, ça va dépendre, des profils de chacun. Mais je dirais qu'à partir de 3-4, c'est bien de se structurer en société.
Bon, bah, moi aussi, j'ai une question pour vous, du coup. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous voyez peut-être des choses qu'on pourrait améliorer, des failles peut-être qu'on a dans le système? Donc bon, je sais que vous connaissez pas tout de la société, mais voilà, est-ce que vous avez identifié Ah, peut-être des choses? tu viens de répondre à ta question. Puisque tu viens de dire qu'on ne Ouais, connaissait effectivement pas tout. Et là, c'est vrai que tu as parlé d'un ou deux contrats. Je me suis dit, on les a pas vus, ceux-là. Il aurait peut-être bien fait de nous les montrer. Tu dis aussi que tu as pas mal de freelance. Voilà, on sait que les problématiques, elles peuvent venir aussi parfois par des freelances. Est-ce qu'il y a bien des contrats avec chacun de ces freelances? Grâce à Bouclier, en même temps, je pense que vous mettez en place pas mal de choses par vous-même et du coup, ça, c'est fait pour ça. Donc, vous avez accès à tous nos modèles de contrats. Donc, ça, c'est top. Voilà. Après, à un moment donné, ça peut valoir le coup à certaines étapes de refaire peut-être un audit, peut-être mettre en place aussi, à un moment donné, un pacte. Bon, même si je sais qu'entre frères, c'est quand même, particulier, mais il y a des choses qui peuvent se réfléchir. Voilà, voir s'il n'y a pas des optimisations qui peuvent être faites. Mais, globalement, je sais qu'on avait fait un beau travail de structuration. Si vous utilisez aussi nos modèles, vous êtes quand même, plutôt bien protégés et voilà, avoir l'idée aussi Je de vois. Tu parlais de bouclier 360. Qu'est-ce que tu en penses finalement? bon, si j'en ai parlé, c'est que c'est bien. On est content. Alors c'est pour être transparent avec vous, c'est plus Laura qui s'en occupe. Je le délègue un peu, donc Laura qui travaille avec nous, justement qui est un peu notre bras droit opérationnel avec Anthony. Mais non, elle en est très Elle est satisfaite, super carrée d'ailleurs, elle est ouais, super, ouais, ouais, ça franchement, on est super content de l'avoir parce que ouais, parce que je trouve ça bien que des gens comme vous, aient ce type de profil, ouais, parce que ouais, ouais, parce que, ça, complémentarité encore une ouais, fois. ouais, complètement. On a nos qualités avec Anthony, mais on n'est pas des plus carrés, mais on a conscience qu'il faut l'être. Ouais, Donc on a essayé exactement. de s'entourer de quelqu'un qui est complémentaire à nous, donc elle nous aide bien sur toute cette partie-là. Dernière petite question qu'on aime bien poser à nos invités. Si tu avais la possibilité de remonter dans le temps et de parler à Alexandre, enfant ou en tout cas, adolescent peut-être aussi, et avec le parcours que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? D'autant que tu nous as dit que tu étais pas forcément le plus, je dirais, Scolaire, ouais. scolaire. Très bonne question. Je lui dirais: «Écoute, crois en toi parce que c'est pas parce que tu pas bon à l'école que, tu pas de compétences, que tu peux, potentiellement, t'en sortir, différemment. Peut-être avec, plus d'épines, peut-être avec plus de problématiques, un chemin tout tracé. Plus Mais, de bagou peut-être. ouais, peut-être plus de bagou, voilà. Ouais, je dirais, fais-toi confiance. Tout le monde, pour moi, a une zone de génie dans quelque chose. Le plus compliqué, c'est de la trouver». Et moi, je pense que c'est un petit peu l'entrepreneuriat, l'immobilier, Que donc j'ai tu beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Est-ce que tu dirais, que quelque part, tu t'es révélé à toi-même par cette activité que tu as créée? Parce que quelque part, il y a eu de la créativité dans cette, une recherche de voilà, d'une niche? Je dirais même avant ça, c'est l'immobilier, je pense, qui m'a révélé. Parce D'accord, que quand j'avais 19 ans, bon, j'étais en BTS profession immobilière à ce moment-là. Je l'ai pas eu, on en a pas parlé, mais je l'ai pas eu, donc mon côté pas scolaire m'a rattrapé. Mais pour autant, j'étais en alternance et dans le milieu du travail, je faisais partie, voire j'étais celui, qui était le plus à l'aise et qui vendait le plus de biens immobiliers. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit déclic à me dire: «Ouh, mais l'école, ça fait pas toujours tout». Ça peut faire pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de profils. Et ça m'a un petit peu, rassuré sur mes compétences et me dire: «Bon, ça va, tu sais faire des petites choses». Et après l'immobilier m'a révélé parce qu'on s'y est vraiment pris de passion avec Anthony sur l'investissement immobilier et après l'entrepreneuriat qui est encore, une marmite dans laquelle on tombe et on s'y passionne énormément. Et moi je suis très reconnaissant de la chance qu'on a de faire ce qu'on fait. Même si c'est challengeant au quotidien, on fait quand même quelque chose qui nous passionne. On accompagne les gens, donc on aide les gens aussi. Moi qui n'étais pas scolaire, je forme des gens aujourd'hui, donc je suis un peu professeur. Donc c'est quand même aussi assez drôle. Donc très heureux en tout cas de ce parcours. Et Je dois vous dire bravo et je vous dis aussi que on aime beaucoup vous avoir comme client parce que vous avez la pêche, vous êtes sympa et c'est toujours un plaisir de discuter ensemble. Donc, merci en tout cas. bah, plaisir retourné, hein, ça Merci fait- Alexandre. Merci beaucoup. Top. J'ai ça depuis le début de la semaine. Et du coup, j'ai essayé de me retenir de tousser, mais ah ouais, je voulais pas parce que ça peut vite être pénible.